Voilà, on va commencer notre webinaire. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation, cette conférence qui se concentre sur l'art du poster scientifique, sur la structure et le contenu d'un poster. On va essayer dans ce webinaire de donner aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour structurer et organiser un poster scientifique d'une manière efficace. Bien sûr, en respectant les bonnes pratiques, parce que vous allez voir dans ce webinaire qu'il y a des bonnes pratiques dans la conception d'un poster scientifique, que ce soit sur la forme ou bien sur le fond, sur le contenu, sur l'organisation, également sur les illustrations, etc. Notre outline, il y aura quatre points principalement. On va commencer d'abord par la définition de poster scientifique. Donc, notre visioconférence va s'articuler essentiellement parce que malheureusement, nous, on n'aura pas le temps pour développer les quatre points. Ce soir, on va se limiter uniquement sur les deux premiers points. La définition et le rôle d'un poster scientifique. Et le deuxième point, ça concerne la structure d'un poster scientifique. Lorsqu'on parle de structure, c'est-à-dire on va parler du fond et bien sûr de la forme. On aura inchallah d'autres occasions pour développer les deux derniers points concernant les étapes de création et bien sûr comment présenter un poster scientifique. Quels sont les objectifs de ce webinaire? Fixer trois objectifs. À la fin de ce webinaire, le participant va apprendre à structurer un poster scientifique d'une façon claire et attractive. Et il va maîtriser les éléments graphiques et textuels pour concevoir un poster, c'est-à-dire vous allez maîtriser ce qu'on appelle les bonnes pratiques de conception d'un poster. Troisième objectif, c'est de savoir présenter son poster oralement avec aisance et d'une façon convaincante. Comme on a l'habitude de le faire dans nos webinaires, avant de commencer la présentation, on va faire un petit test, qu'on appelle un pré-test. Donc, je vais vous poser des questions. Vous pouvez répondre directement sur le chat. La première question, quel est l'objectif principal d'un poster scientifique? C'est de présenter un article complet avec tous les détails, c'est-à-dire vous avez un article de recherche et vous allez le convertir en poster. Donc, vous allez copier-coller le contenu de votre article dans un poster. Ou bien c'est de résumer une recherche de manière claire. Vous allez résumer le contenu de cet article, le résultat de vos recherches. Ou bien vous allez ajouter plus d'informations possibles pour impressionner les experts ou bien impressionner les jurés. Ou bien vous allez utiliser un poster scientifique pour faire une revue de littérature. À votre avis, quelle est la bonne proposition? On va voir dans le chat le A, B, 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 le A, le D. Donc, je vois que la majorité des participants avaient opté pour la proposition B. Effectivement, la bonne proposition, c'est la B. Un poster scientifique sert à résumer de recherche. On ne peut pas copier-coller le contenu d'un article dans un poster. Donc, vous savez bien que dans le poster, vous avez un espace très limité. Donc, vous avez des contraintes d'espace. Vous ne pouvez pas copier-coller le contenu d'un article et le convertir en un... C'est pas l'objectif de poster. L'objectif de poster, c'est de donner un aperçu. C'est résumer les résultats de la recherche, bien sûr d'une manière claire et synthétique, organisée, concise, précise, etc. Donc, nous allons voir dans ce webinaire comment on va présenter le contenu ou bien les résultats d'une recherche sous forme d'un poster. Donc, la bonne... Très bien. On passe à la deuxième question.
Quelle est la meilleure organisation pour un poster scientifique? Vous allez opter pour un texte dense et écrit en paragraphes lents. Je ne pense pas. Ou bien vous allez opter pour une disposition en deux ou trois colonnes avec des sections bien définies. Ou bien vous allez faire un alignement aléatoire des informations sans structure. Donc vous avez de l'espace, vous pouvez copier-coller, mettre les résultats n'importe où. Ou bien vous allez rédiger tout le contenu en une seule colonne. Je pense que la question, elle est facile. Certainement. Donc la bonne proposition, c'est le B. Certainement, la majorité de vous, ils ont déjà conçu un poster. Donc, vous savez bien que le poster, généralement, est organisé en colonnes. Donc, c'est entre deux, trois colonnes avec des sections bien définies, introduction, maître de méthode, résultat et conclusion. Très bien. Donc, la bonne proposition, c'est le B. Il y a deux. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que vérifiez chez vous paramètre 100. D'accord, le paramètre audio sur votre compte. On passe troisième question. Quelles sont les parties essentielles scientifiques? C'est-à-dire, quelles sont les sections principales qui constituent un poster scientifique? Première proposition, introduction, matériel des méthodes, des résultats, discussion, conclusion. C'est la structure IMRAD. Deuxième proposition, introduction, méthode, résultats, conclusion. Il n'y a pas de discussion ici. Troisième proposition, introduction, les objectifs, les références bibliographiques en détail et éventuellement des annexes. Ou bien vous allez commencer par un historique sur la question de recherche, le débat et un résumé. Alors, qu'est-ce que on pense? A et B. Je précise qu'il y a une seule proposition juste. Le A, Imrat. Ouais. Donc, les réponses sont réparties entre la proposition A et B. Je ne vais pas vous donner la réponse. Vous allez dans le webinaire, dans la présentation. Donc, c'est entre A et B. On va voir quelle est la bonne proposition. Je passe à une autre question. Maintenant, ça concerne l'aspect esthétique un petit peu du poster, concernant la taille de police. Quelle est la taille recommandée pour le texte principal? Le texte principal, c'est-à-dire c'est le corps du texte. Je ne parle pas de titre ou bien de ce titre. D'accord. Le corps du texte, le paragraphe. Quelle est la taille de police recommandée? 10 à 12 points, 20 à 24, 50 ou bien 8. Alors, A, 10 à 12. Il y a le B aussi. B. Ici, on parle d'un poster. On ne parle pas de poster électronique, hein. On parle de e-poster. Oui, la bonne proposition, c'est le B. D'accord? Pour un poster affiché en format papier, la taille de police recommandée pour le texte principal, c'est entre 20 et 24 points. Ça obéit à des exigences par rapport à la lisibilité des textes. Il faut que le texte principal soit lisible d'une distance de 1 à 2 mètres. On va voir ça en détail dans le webinaire. Une autre question par rapport à l'utilisation des couleurs. Quel est le nombre maximal de couleurs recommandé sur un poster scientifique? Et je précise, c'est le nombre maximal, ce n'est pas le minimal. Nombre maximal de couleurs autorisé sur un poster scientifique. Allez-y.
2, 5, oui. Donc, la majorité des participants ont opté pour la proposition B. F, le nombre de couleurs, le nombre maximal de couleurs autorisées sur un poster, c'est 5. Ça dépend s'il y a des graphes, même pour les graphes. D'accord? Ici, le nombre de 5, ça concerne les textes, les titres, sous-titres, les illustrations graphiques. Vous avez jusqu'à 5 couleurs, quel que soit le type de graphe. Bon, par rapport à l'utilisation de police, quelle est la police la plus recommandée ou bien la plus appropriée pour un poster scientifique? Donc, Times New Roman, Comic Sans, Arial, Helvetica ou bien un police fantaisiste pour attirer l'attention des lecteurs. Allez-y. D'habitude, quelle est la police que vous utilisez sur vos posters? Il y a une seule proposition juste. Et, oui, c'est juste à titre d'exemple. Il ne s'agit pas ici d'une liste exhaustive. À titre d'exemple, j'ai proposé quelques polices. Quel est le type de police le plus recommandé, bien le plus adapté? Le Comic Sans, ou bien Helvetica, dans l'information, je ne vais pas répondre. La dernière question, ça concerne l'aspect toujours esthétique. Quelle est la meilleure manière d'attirer l'attention sur un élément clé du poster, c'est-à-dire dans le corps de votre poster, pour attirer l'attention des lecteurs sur une information essentielle, information, un élément clé? Qu'est-ce que vous utilisez comme moyen? Vous allez écrire tout en majuscule, ou bien vous allez utiliser le caractère gras, ce soulignement, ou bien vous allez mettre ce texte en couleurs différentes, par exemple en rouge, ou bien vous allez ajouter au-dessus de cet élément un long paragraphe explicatif. Allez-y. Quelle est la pour attirer l'attention? B, C, oui, le B. C'est entre le B et le C. D'accord, c'est pas grave. On va voir dans ce webinaire quelle est la meilleure manière. Sachant qu'il y a plusieurs manières, mais on va voir quelle est la meilleure manière pour attirer l'attention sur un élément clé du poster. Voilà, on a d'une façon globale, vous avez un bon niveau initial. J'espère que vous allez développer ça au cours de ce webinaire et vous allez sentir la différence à la fin. On va commencer d'abord par la définition de qu'est-ce qu'un poster scientifique. En fait, un poster scientifique, c'est un outil de communication scientifique. Scientifique, vous avez la communication orale et vous avez la communication affichée. Sauf que le poster scientifique
c'est une communication hybride. D'accord? Pourquoi elle est dite hybride? Parce qu'elle associe la communication orale et la communication visuelle. Donc, disons, comme vous voyez ici sur ce modèle, vous voyez bien que le poster combine des textes avec des illustrations, c'est-à-dire des figures et des tableaux. Bien sûr, en appuyant ça par l'oral, parce que c'est une communication hybride. C'est pour assurer une communication rapide et forte des connaissances scientifiques. Et ça, c'est l'objectif principal. Donc, le but du poster, c'est d'arriver à exposer d'une façon euh, synthétique, attrayante, une information et livrer un message clair, informatif ou bien explicatif, tout dépend de type de communication et aussi de type de contenu. Le contenu peut être juste à titre informatif ou bien explicatif, mais il faut respecter la concise et précise. Ça, c'est les mots-clés. Donc, je répète, un poster scientifique, c'est un moyen de communication hybride parce qu'il associe la communication visuelle, la communication orale. L'objectif principal, c'est de transmettre un message clair. Ça, c'est l'objectif, transmettre un message clair, soit informatif ou bien explicatif, d'une façon concise et précise. Quel est le rôle? Quels sont les scientifiques? Un poster scientifique peut être utilisé pour diffuser les résultats de la recherche scientifique. Par exemple, le doctorant ou bien le thésard veut présenter les résultats préliminaires de son projet de thèse. Donc, il va opter pour un congrès scientifique, un poster scientifique. Et souvent, on utilise ce moyen de communication, premièrement, pour présenter leurs résultats préliminaires, et aussi, le plus important, c'est quoi? C'est d'avoir des feedbacks, d'avoir des remarques, des suggestions, des critiques sur ces résultats préliminaires. Et ces critiques vont permettre au doctorant d'améliorer, de corriger, d'ajuster sa méthodologie, s'il y a par exemple des erreurs dans la méthodologie, dans le protocole, etc. Donc ça, c'est l'objectif principal. D'ailleurs, la majorité des universités à l'échelle internationale recommandent aux thésards, aux doctorants, de communiquer les résultats préliminaires de leur projet de thèse sous forme de poster. Et c'est l'objectif. C'est-à-dire, avant de publier l'article, avant de publier ou bien soutenir la thèse, il est recommandé que le doctorant présente ses résultats dans un congrès, bien sûr un congrès scientifique avec comité de lecture, sous forme d'une affiche, d'un poster scientifique. Et ce sera une occasion pour le doctorant de communiquer avec les experts, avec les pairs également, pour avoir des feedbacks, des remarques et des suggestions et pourquoi pas des critiques. Ça, c'est le premier rôle, le principal rôle de poster scientifique. Deuxième rôle, le poster peut servir de base de communication avec soit les chercheurs, c'est-à-dire ça c'est le public spécialisé, ou bien également le public général. C'est ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique. Donc le chercheur peut utiliser le poster comme un moyen de communication avec le public général, qui n'est pas spécialiste du domaine, qui n'est pas le spécialiste. Ça, c'est la vulgarisation scientifique, soit pour l'information ou bien pour la sensibilisation. Un autre rôle, le poster permet également de partager des idées euh, avec les collègues et recevoir des commentaires. Comme on l'a déjà précisé, c'est une occasion pour discuter les résultats et les conclusions de votre recherche et bien sûr recevoir des commentaires. Et bien sûr des commentaires constructifs. C'est pour améliorer la qualité de votre travail. Ça peut servir aussi d'alternative aux présentations orales plus longues, mais parfois vous n'avez pas le temps pour préparer votre présentation, ou bien les exigences du congrès, vu les contraintes du temps, ne donnent pas l'occasion au doctorant de présenter sous forme de communication. Donc, vous allez opter pour un poster, c'est une communication courte, avec un message clair, concis et précis. Parfois, le poster est utilisé à but ou bien à visée pédagogique. Elle est utilisée
pour permettre aux doctorants d'apprendre, de maîtriser tout ce qui est organisation. Donc, le doctorant, le poster, peut être utilisé comme moyen d'apprentissage pour les doctorants et les thésards pour s'entraîner à apprendre à organiser les résultats d'un travail de recherche et à présenter efficacement ces résultats. Donc, ça, c'est à visée pédagogique. Donc, les quatre premiers rôles, c'est à visée de recherche scientifique. Le dernier rôle, le cinquième rôle, c'est à visée pédagogique. On peut demander aux étudiants, bien aux résidents, de faire un poster, même sur un sujet classique, pas forcément des résultats de recherche, pour permettre à ces apprenants, à ces doctorants, d'apprendre comment organiser les résultats d'une recherche, comment présenter efficacement. Voilà. Maintenant, on va voir les aspects d'un poster scientifique. En fait, plusieurs aspects interviennent dans la présentation d'un poster, allant du fond à la forme et de la conception à la présentation orale. Tout d'abord, il faut s'intéresser au fond du poster, c'est-à-dire le contenu. Ça, c'est le premier aspect de poster. Si vous n'avez pas des résultats, vous ne pouvez pas passer à la conception de poster. Donc, il faut commencer d'abord par le fond, c'est le contenu. Et le contenu, c'est la base du poster. Donc, est utilisé pour transmettre un message principal. Ça, c'est les caractéristiques du fond. Deuxième aspect du poster, c'est la forme. Donc, il faut tenir compte de la forme de poster. C'est bien d'avoir des résultats pertinents, un travail de recherche original, mais il faut respecter les bonnes pratiques euh, de la forme. C'est ce qu'on appelle l'apparence visuelle. Et c'est important de respecter cette apparence pour capter l'attention et attirer l'attention. D'accord? Le design d'un poster il doit être attractif et fonctionnel. Troisième aspect, c'est la présentation. Donc, une fois la conception de poster est terminée, donc vous allez vous intéresser à la présentation orale qui va vous permettre de valoriser le résultat de votre poster. Donc, il n'est pas conçu uniquement pour être lu. D'accord? Un poster il doit être présenté. Et ça, c'est des recommandations. Ça ne sert à rien d'afficher un poster et le laisser dans le hall ou bien dans les stands. Et personne ne va s'intéresser s'il n'y a pas une personne juste à côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concerné. Nous, on cherche le concerné. Pourquoi? Pour avoir des réponses sur le contenu de ce poster. Donc, un poster n'est pas conçu pour être uniquement conçu pour être présenté avec une présentation, une explication orale, claire et convaincante. Voilà, on va commencer par le contenu. Donc, commençons par le contenu. Il est important que le poster soit structuré. Donc, vous voyez ici les principales sections. Donc, un poster doit être structuré pour transmettre le message clé. Et pour permettre, bien sûr, au lecteur, dans un laps de temps, donc vous voyez ici que selon les résultats des études, le lecteur restera entre 30 secondes et 3 minutes max devant votre poster. Vous voyez bien que c'est un laps de temps qui est relativement court. Donc, vous n'avez pas assez de temps pour expliquer tout le détail. Donc, il faut respecter une structure claire et concise et précise. En fait, la structure peut varier selon le domaine, bien sûr, et selon le congrès, la conférence, selon les exigences du comité, par exemple, scientifique ou bien comité d'organisation. Mais en général, un poster suit une structure similaire à celle d'un article scientifique. D'accord? On va commencer par un titre. Après, il y aura les auteurs avec leur affiliation. Bien sûr, avec les objectifs. Matériel et méthodes. Résultats. Conclusion. Référence bibliographique. Donc, revenons à la question de tout à l'heure, de pré-test. La bonne proposition, c'est la proposition. Parce que vous voyez bien, il n'y a pas de discussion dans le poster. D'accord? Selon les bonnes pratiques de conception des posters scientifiques, on n'est pas obligé
de mettre une discussion. Pourquoi? Pour la simple raison, parce que le poster est conçu pour transmettre un message clé. Vient après. Et au moment de la présentation, le doctorant ou bien le chercheur va discuter ses résultats avec les membres du jury ou bien les experts. Donc, vous voyez bien, selon les bonnes pratiques, selon les recommandations de conception, il n'y a pas de discussion dans le poster. On passe directement en conclusion. La discussion, c'est face-to-face avec le docteur. Bien sûr, il faut rester structure, mais il y a des façons. Donc, vous voyez ici, c'est un exemple, c'est le mauvais exemple d'un poster scientifique fractionné. Vous voyez bien ici, il est fractionné en plusieurs feuilles collées sur le mur ou bien sur un stand. Ça, c'est le mauvais. Pourquoi? Parce que ici, on ne peut pas avoir facilement le message clé de ce poster. C'est vrai qu'il y a des données. Peut-être ça, c'est l'article qui compte le publier. Il a imprimé l'article et l'affiché directement sur, sur le plan ou bien sur le stand. Ça, c'est le mauvais exemple. Personne ne va laisser à ce poster. Donc, il y a des normes à respecter dans la conception. On doit bien sûr donner plus d'importance au contenu, mais aussi la structure et le visuel, il est important. Il est conçu généralement en sections. Donc, vous voyez bien ici, le poster est organisé en colonnes. Ici, l'exemple, vous avez deux colonnes. C'est en mode, c'est le mode portrait et le mode paysage. En mode portrait, vous avez deux colonnes. Donc, le poster doit se structurer en deux ou bien trois colonnes. Et aussi, il y a des rubriques. Vous voyez bien ici, il y a la rubrique introduction, la rubrique matériel et méthode, résultats et références. Donc, le lecteur doit pouvoir distinguer les différentes sections de votre poster. D'accord? Ici, vous pouvez bien sûr utiliser des couleurs et aussi, il faut jouer sur la taille de police. Des rubriques doivent être plus grandes que le corps du texte. OK? Ça, c'est un principe de base. Vous voyez bien, le premier contact entre le lecteur et votre poster, c'est le titre. Donc, il faut donner plus d'importance au titre dans un poster. Quelles sont les qualités d'un titre? Le titre doit attirer l'attention de lecteur, parce que c'est le premier élément qui va, en quelque sorte, éveiller la curiosité de lecteur. Donc, le choix du titre doit être donc explicite. Il doit être accrocheur, c'est-à-dire doit attirer l'attention de lecteur. Et il doit être court, clair et concis. Généralement, selon les bonnes pratiques, un bon titre contient moins de 15 mots et il ne doit pas dépasser les demi. D'accord? Évitez les titres lents parce que c'est ennuyeux pour le lecteur et ne transmet pas le message clé de votre poster. Donc, il ne faut pas dépasser les 15 mots, bien les deux lignes. C'est un équilibre. Donc, un titre trop concis va masquer des informations essentielles et un titre trop lent, c'est un titre ennuyeux. Il faut que votre titre contienne des mots-clés, d'accord, que le lecteur doit avoir pour comprendre le message clé de votre poster. Bien sûr, il ne faut pas tout donner dans le titre, mais il faut utiliser des mots-clés. Le titre il doit être et informatif. On va voir quelques exemples. Je vous donne ici un titre d'un poster. Et je demande d'identifier quelles sont les anomalies. Est-ce que vous jugez que ce titre il est adéquat, il est conforme
aux bonnes pratiques, ou bien on peut l'améliorer. À votre avis, il est bon ou bien on peut l'améliorer? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il est très long. D'ailleurs, il y a 3 lignes. Est-ce que vous pouvez proposer des corrections, une amélioration? Il y a des détails qu'on peut les enlever tout en gardant les mots-clés. Quels sont les mots-clés dans ce titre? Vous avez effet, vous avez approche thérapeutique, vous avez récupération, AVC, facteur pronostic et jeûne. Il y a des mots creux, étude, évaluation, mise en évidence. Il faut éviter l'utilisation de ces mots creux qui n'apportent pas d'informations pour le lecteur. Oui, donc les mots-clés sont très clairs. Donc il y a différentes approches, approche thérapeutique, ou bien thérapie. On peut bien sûr utiliser des synonymes. On peut également résumer l'idée. Donc, je vous propose une nouvelle formulation avec un titre plus court et mieux structuré. Et ce qu'on appelle ici les titres, on va utiliser les 2 points. Donc, récupération post-AVC chez les sujets jeunes, impact ou bien effet des thérapies et facteurs pronostiques. Ce titre, il est plus court, plus concis et plus précis. C'est l'idée principale de ce poster. Donc, vous voyez bien, on a respecté, il y a moins de 15 mots, et on ne dépasse pas les 2 lignes. Ça concerne le titre. Le deuxième élément après le titre, c'est les auteurs, auteurs et affiliations. Quelles sont les bonnes pratiques ou bien les normes à respecter dans la rédaction des noms des auteurs et les affiliations? On commence par le prénom. Donc, la liste des auteurs, généralement, elle est placée directement juste après le titre, sous le titre. Très bien, il y a des propositions ici d'autres noms. Je vous remercie pour l'effort. Donc, post-AVC, très bien. Donc, je reviens au deuxième élément, c'est les auteurs et l'affiliation, les affiliations des auteurs. La liste des auteurs, comme vous voyez ici, vient juste au-dessous du titre, contenant les noms et les prénoms, ou bien juste les initiaux. Généralement, dans la rédaction, on met la première lettre de prénom avec le nom en toutes lettres. Ça, c'est la recommandation. La première position, c'est l'auteur principal. On commence toujours par l'auteur principal. C'est les mêmes règles qu'on applique dans la rédaction des articles scientifiques. Le premier principal, c'est-à-dire c'est le principal contributeur dans ce travail de recherche. C'est le doctorant, le thésard, le résident. Le dernier auteur, généralement, c'est le chercheur senior, c'est-à-dire c'est l'expert. C'est le directeur de laboratoire, le chef de service, le directeur d'institution, qui, euh, qui est senior, qui est expert dans la question de recherche. Il faut également préciser l'affiliation. L'affiliation de l'auteur ou bien des auteurs. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs affiliations, il faut bien sûr les mentionner. L'affiliation, ici, il y a des règles à respecter. Le laboratoire, le service, le département, faculté, université. On peut également mettre une adresse, soit une adresse postale, le laboratoire, pour le service, pour le département, ou bien une adresse électronique, par exemple, adresse mail. Et pourquoi pas utiliser aussi, ajouter le logo de l'institution. D'accord?
de mettre d'une façon harmonieuse les logos sur les deux côtés de titre. Bien sûr, le logo de l'institution. Ça donne plus d'authenticité à votre travail. Je vous montre ici un exemple. Donc, vous avez les titres de les deux logos. Donc, si vous avez deux institutions, donc vous pouvez utiliser deux logos. Par exemple, ici, c'est le logo de l'université, de la faculté, et le logo du CHU, avec le nom de l'auteur principal, les co-auteurs et l'auteur senior. Et vous avez l'affiliation. Ici, tous les auteurs appartiennent à la même institution, au même service. D'accord. Mais parfois, si vous avez des collaborateurs, vous pouvez mettre deux, trois affiliations, bien sûr, par ordre, et une adresse mail, adresse électronique, pour communiquer avec l'auteur. Donc ici, quelles sont les règles à respecter? Utiliser les initiales du prénom, donc A, R, etc., avec le nom entier. Numéroter les affiliations. Ici, il n'y a pas de numérotation parce qu'il y a une seule affiliation. Donc, s'il y a plusieurs affiliations, il faut les numéroter. S'il y a plusieurs institutions, plusieurs laboratoires. Et bien sûr, utiliser le format académique dans l'affiliation. Donc, commencer par le laboratoire ou bien le service, puis la faculté, puis l'université. Si vous avez deux affiliations, vous pouvez les mettre soit sur la même ligne ou bien sur deux lignes. Après cette section, on passe maintenant à l'introduction. En fait, quel est le rôle de l'introduction dans un poster? C'est important de préciser ce point. Le rôle de l'introduction dans un poster diffère de son rôle dans l'article. Est-ce qu'on est obligé de faire une revue de littérature dans un poster, dans l'introduction d'un poster? Quel est l'élément clé qu'on doit présenter dans l'introduction d'un poster? Allez-y. Objectif, oui, certainement. Une définition, définition de quoi? De la question de recherche, contexte de l'étude, oui. La problématique, oui, c'est le mot qu'on cherche. L'élément principal de l'introduction, c'est la problématique, ou bien la question de recherche. Donc, la problématique de recherche doit être présentée brièvement, bien sûr, dans l'introduction, en exposant, l'objectif c'est quoi? En exposant pourquoi il est important de traiter cette question de recherche, ou bien de traiter ce sujet. Donc, vous n'avez pas assez de temps et assez d'espace pour te développer. Donc, vous ne pouvez pas faire une revue de littérature. Ce n'est pas l'objectif de poster. Donc, faites attention. Dans un poster, il ne faut pas rédiger une revue de littérature. Une introduction, c'est entre deux et trois phrases, tout simplement, avec l'objectif, bien sûr. OK? Donc, il ne faut pas oublier de communiquer l'objectif. Faire quoi? Chez qui? Donc, quel est l'objectif de cette étude? Évaluer quoi? Chez qui? D'accord. L'objectif, c'est de communiquer rapidement et efficacement à travers cette introduction les objectifs et le pourquoi de la question. C'est ça le plus important dans l'introduction. C'est le pourquoi de la question. Pourquoi ces chercheurs sont intéressés à cette question de recherche? Et quel est l'objectif de cette étude? Ça ne sert à rien de développer les résultats antérieurs. Ça ne sert à rien de justifier ou bien de parler de contexte général, de contexte spécifique. Ce n'est pas l'objectif, ça. Ça concerne l'article. Mais dans un poster, il y a deux, trois phrases pour parler de la problématique. Et juste après, la dernière phrase, c'est pour préciser quel est l'objectif. Ça va vous permettre de communiquer rapidement et efficacement les objectifs et le pourquoi de la question. Est-ce que c'est clair? Pour le titre, est-ce qu'on écrit en majuscule ou bien en minuscule? Selon les recommandations, il est préférable de ne pas rédiger le titre en majuscule. Ça, c'est question de esthétique, hein. Ça n'a rien à voir avec le côté scientifique. C'est juste un aspect esthétique. Il est préférable de ne pas rédiger le titre en majuscule. Pour le type de police et la taille, on va les voir juste après. On a déjà parlé de ça dans le pré-test. Il y a des normes à respecter dans la taille
de police et le type de police pour le titre ou bien pour les sous-titres et pour le corps du texte. Est-ce que c'est clair pour l'introduction? On va prendre un exemple. Je vous donne ici un exemple de l'introduction de projet de tout à l'heure, en parlant de l'effet de thérapie pour récupération c'est le sujet en post-AVC. Vous voyez ici, vous avez l'introduction bien développée. Essayez de justifier le pourquoi de la question, pourquoi les chercheurs se sont intéressés à cette question de recherche. Et à la fin, bien sûr, vous voyez ici, vous avez l'objectif. D'accord? L'objectif de l'étude est d'évaluer l'impact des différentes thérapies physiques et pharmacologiques sur la récupération post-AVC chez les jeunes patients et aussi d'analyser les facteurs pronostiques influençant leur évolution. Et ici, vous avez le détail. Donc, il parle que l'AVC chez les sujets jeunes est un problème de santé publique en pleine expansion. Bien que les patients jeunes aient un meilleur potentiel de récupération que les sujets plus âgés, la prise en charge thérapeutique et la rééducation restent hétérogènes. Donc, vous voyez bien que les auteurs essayent d'argumenter ou bien de justifier. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que cette introduction obéit aux normes? Oui, c'est lent, tout à fait. C'est trop long quand même. On a dit qu'il faut se limiter à deux, trois phrases. Quel est le message clé? Quel est le problème? Tout simplement. Je ne suis pas obligé de tout détailler, d'argumenter. Donc, quels sont les éléments clés que vous allez euh, insister, sur lesquels vous allez insister sur cette question de recherche? En lisant l'introduction, on va essayer d'identifier le pourquoi. Pourquoi les auteurs ont décidé de mener ce travail, de présenter ce poster. Allez-y. Oui, on a dit qu'il faut se limiter deux, trois phrases pour le pourquoi, c'est-à-dire pour la problématique, et une phrase pour l'objectif. L'objectif, il est clair. On peut le garder, il n'y a aucun problème. On peut le reformuler. Mais le problème, c'est dans l'introduction, dans ce paragraphe, l'AVC, AVC. Je vous donne ma présentation, ma proposition. Pour moi, le plus important ici, c'est que l'AVC chez les sujets jeunes, ici il y a une population spécifique, représente une cause majeure d'invalidité qui va affecter d'une façon significative l'autonomie des patients. Ça, c'est le problème. Maintenant, le gap, c'est quoi? C'est que l'efficacité des approches thérapeutiques utilisées actuellement reste variable. D'accord. Et les facteurs influençant la récupération sont encore mal définis. Donc, vous voyez bien, le message il est clair. Ici, je comprends facilement le pourquoi de la question. Pourquoi les chercheurs sont intéressés à cette question de recherche? Premièrement, la pathologie ou bien la maladie, l'AVC, c'est une cause majeure d'invalidité, c'est-à-dire c'est la justification, l'ampleur, la gravité ou bien la fréquence. Et les conséquences, c'est qu'elle affecte significativement l'autonomie. Et le gap, c'est quoi? C'est-à-dire la solution idéale n'existe pas. Pourquoi? Parce que les approches thérapeutiques utilisées donnent des réponses variables et les facteurs qui influencent la récupération sont encore mal définis. Le message est clair. Je passe directement à l'objectif. Cette étude vise à analyser l'efficacité des thérapies physiques et pharmacologiques. Ici, je peux donner plus de détails au lieu de parler uniquement des thérapies parce que je n'ai pas précisé dans le titre. Donc, il y a toujours une complémentarité entre le titre et l'introduction. Je ne peux pas tout mettre dans le titre, parce que c'est limité. Je peux apporter plus de précision dans l'introduction. Par exemple, ici, dans l'objectif, je comprends bien que les auteurs ils vont évaluer deux types d'approches thérapeutiques, physiques et pharmacologiques, c'est-à-dire rééducation, par exemple, et des solutions thérapeutiques. Sur la récupération post-AVC, bien sûr, une population particulière, c'est les jeunes,
Et deuxième partie de l'objectif, c'est d'identifier les principaux facteurs pronostiques qui peuvent influencer l'évolution. Voilà. Donc, vous voyez ici la différence entre cette première introduction, c'est des textes trop lents. On ne peut pas identifier facilement le message clé, le problème et les objectifs par rapport à cette forme qui est plus claire, plus concise, et le lecteur pourra identifier facilement le pourquoi de la question et l'objectif. Donc, je vous recommande d'adopter cette approche dans la rédaction de votre introduction. Et je vous recommande également, je vous conseille d'utiliser les puces. Au lieu de rédiger un texte trop lent, utilisez les puces. Ça va permettre au lecteur d'identifier rapidement le problème et les objectifs. J'espère que c'est clair pour vous. On passe maintenant à une autre section de poster, c'est la partie matériel et méthode. Quel est le rôle de cette partie dans un poster? En fait, la partie matériel et méthode dans un poster, elle va permettre au lecteur de déterminer ce qui a été fait pour répondre à la question. C'est-à-dire, dans la partie introduction, on a identifié un problème et on a formulé un objectif. Dans la partie matériel et méthode, l'auteur ou bien les auteurs, ils vont donner les étapes ou bien les actions réalisées pour répondre à la question de recherche. Donc, il est important de préciser les caractéristiques de l'échantillon, donc sur quelle population on a travaillé, donc d'écrire les caractéristiques des groupes, des participants, l'âge, le sexe, les antécédents, etc. Mentionner brièvement, j'insiste sur ça, brièvement, les outils, les appareils, les instruments utilisés, donner une idée simple sur la procédure et le déroulement de l'étude, par exemple, collecte des données, recrutement, exploration, etc. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la partie analyse des données. Comment vous avez analysé les données, quel outil, quel test statistique, etc. Ici, vous pouvez utiliser, il est autorisé de résumer la partie matérielle et méthode en utilisant soit un tableau, un schéma ou bien une illustration. D'accord? Vous pouvez utiliser cette forme pour présenter la partie matérielle et méthode. Je vous donne ici un exemple du poster de tout à l'heure. Dans la partie matériel et méthode, on commence par la description des caractéristiques de l'échantillon. Donc, l'étude a été réalisée sur 53 échantillons ectériques de 53 patients, avec description de la population, le lieu de l'analyse, par exemple, les analyses réalisées, le protocole et la partie analyse statistique. Donc, vous voyez bien, c'est les principales euh, sections, les informations qu'on doit trouver dans la partie matérielle et méthode. Caractéristiques de l'échantillon, les outils ou bien les explorations utilisées, procédure de collecte ou bien d'exploration et analyse des données. C'est les 4 éléments essentiels qu'on doit trouver dans la partie matériel et méthode. Nous passons maintenant à la partie résultat. En fait, la partie résultat, son but ultime, c'est de présenter le message clé, le résultat majeur qui répond à la question de recherche. Bien sûr, vous ne pouvez pas mettre tous les résultats de votre travail, de votre étude dans un poster. Il faut garder uniquement le résultat majeur. Ça, c'est très important. Il faut attirer l'attention de lecteurs. Il faut bien décrire les résultats en utilisant ce qu'on appelle les illustrations. Et de recommander dans cette section d'utiliser des illustrations, les tableaux, les figures et photographes. Il est préférable d'utiliser cette forme au lieu de rédiger un long paragraphe. Comme vous savez, une illustration du temps vaut 1000 mots. Donc, au lieu d'utiliser un texte, un paragraphe trop long, il faut opter pour une illustration très simple avec un message très clair. Il va décrire brièvement le résultat principal. Bien sûr, ici, il ne faut pas abuser. Vous avez un nombre limité d'illustrations pour les tableaux et les figures parce que l'espace d'un poster est très limité.
Je vous montre ici l'exemple de tout à l'heure. On peut combiner un texte avec des illustrations. D'accord. Le texte, un petit peu, c'est des commentaires. Ça résume des commentaires sur les résultats. D'accord. Et sur les illustrations. Donc ici, vous avez deux figures avec l'illustration, la description de contenu de ces figures. L'avant-dernière partie du poster, vous voyez bien qu'il n'y a pas de discussion ici. On va passer directement à la conclusion. L'objectif de la conclusion, c'est de résumer ou de répondre à la question de recherche, à l'hypothèse de recherche. Donc, il faut aller droit au but, apporter la réponse à la problématique, et il ne faut pas oublier également de parler de perspective. Vous devez mettre en relation vos résultats avec la problématique et essayer de répondre à cette problématique. Vous avez précisé dans l'introduction, il ne faut pas oublier qu'on a parlé de problématique dans l'introduction. Et généralement, on termine notre conclusion par ce qu'on appelle une ouverture sur des perspectives de recherche, des perspectives futures, d'accord, pour mieux répondre à la problématique. Si, par exemple, on juge que notre travail n'apporte pas une réponse complète ou définitive à cette problématique, on peut proposer dans le futur de mener des études sur, par exemple, un large échantillon, des études avec plus d'exploration, avec un meilleur design, par exemple, pour améliorer la réponse à cette problématique. Donc, souvent, notre conclusion se termine par une réponse à la problématique et une perspective. Est-ce qu'il y a des questions? Euh, il y a une demande sur la conception d'un projet de thèse. Oui, Inch'Allah, Inch'Allah, pourquoi pas. On pourra voir avec l'Institut Madach pour organiser éventuellement un webinaire sur la conception d'un projet de thèse. Donc, je reviens à notre présentation. Après la conclusion, parfois, on peut, ça c'est juste un exemple de la conclusion de tout à l'heure. Vous voyez bien, le premier paragraphe, c'est pour répondre à la problématique de recherche. D'accord? Et on peut bien sûr parler d'une ouverture de perspective. Voilà. Vous voyez ici, c'est une perspective. Donc, la validation de ce protocole de 1800 avec la méthode de référence est souhaitable. C'est-à-dire, pour améliorer notre réponse à la problématique, on peut proposer des perspectives dans le futur. On va améliorer cette réponse en adoptant, par exemple, un autre protocole ou bien en travaillant sur une population plus large, étude, par exemple, multicentrique ou d'autres améliorations. Il y a une question, est-ce qu'on peut joindre la discussion à la conclusion? On a dit qu'il n'y a pas de discussion dans le poster. Donc, on a bien précisé ce point. On n'a pas suffisamment d'espace pour discuter les résultats. La discussion, elle va se faire au moment de la présentation du poster, c'est-à-dire entre le doctorant ou bien le chercheur et l'assistance ou bien le jury ou bien les pairs ou les experts. Donc, il n'y a pas de discussion dans le poster. La conclusion, c'est une section à part. Parfois, il rejoint la comparaison avec les données de la littérature. Oui, souvent, on trouve ça dans les posters, mais malheureusement, ce n'est pas conforme. Ce n'est pas conforme aux bonnes pratiques. En respectant les bonnes pratiques de conception de posters, on n'a pas le droit de mettre une discussion. Il n'y a pas de discussion dans un poster. La dernière partie, si elle est recommandée par les organisateurs, par exemple, si elle est autorisée, c'est les références bibliographiques. D'accord. Souvent, il est demandé de faire une section, de rédiger une section sur les références bibliographiques. Donc ici, il est possible d'ajouter quelques références. Bien sûr, j'insiste sur un point, et on ne peut pas mettre toutes les références qu'on a utilisées dans notre thèse dans un poster, ou bien toutes les références d'un article dans un poster. Il faut uniquement cibler, sélectionner les articles pertinents. 5 maximum. D'accord? J'insiste sur ce point. On ne peut pas copier-coller une dizaine de références sur un poster. Cibler uniquement les 5 principaux articles que vous avez utilisés dans votre travail. Et il ne faut pas oublier aussi de respecter les normes de citation. D'accord? Vous avez opté pour le style Vancouver, APA, Elsevier ou n'importe quel style. Et tout en vérifiant, bien sûr, j'insiste sur ce point, vérifiant les instructions des organisateurs. Si les organisateurs insistent sur un style, il faut respecter ce style. Et si les organisateurs
ne recommande pas cette section, donc il ne faut pas la mettre. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de la mettre. Il faut toujours vérifier les instructions des organisateurs de la conférence ou bien du congrès scientifique. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que la même méthode pour poster à propos d'un cas? Oui, quel que soit le type de poster, soit un article original ou bien case support ou autre, c'est la même structure. On en a parlé tout à l'heure. Presque, c'est la même structure qui est respectée quel que soit le domaine, avec quelques différences, d'accord, selon la spécialité et parfois selon les exigences et les instructions euh, des organisateurs. Parfois, on trouve aussi dans un poster une autre section qu'on appelle remerciement, acknowledgement, d'accord, pour remercier ici les contributeurs non auteurs, qu'on appelle les contributeurs non auteurs. C'est-à-dire c'est les personnes qui ont contribué dans le travail, mais qui ne remplissent pas les conditions de authorship. On ne peut pas les citer comme auteurs. On peut ici citer, par exemple, je sais pas, les personnels, par exemple, de service ou bien de laboratoire, les techniciens, les biologistes, les infirmiers, les biostatisticiens, par exemple, qui ont contribué dans l'analyse, les sponsors. Parfois, on peut remercier aussi les patients. Ça ressemble un petit peu à la section remerciements qu'on trouve dans les articles. Et parfois, on trouve aussi une autre section pour en savoir plus. D'accord? Parfois, comme on est limité dans l'espace et dans le temps, on peut mettre par exemple un lien, par exemple page personnelle, par exemple votre compte sur LinkedIn, sur ResearchGate, ou bien le lien par exemple de l'article, c'est souvent le cas. On peut mettre en bas le lien de l'article, c'est-à-dire le poster résume les résultats de la recherche. Si vous voulez avoir plus de détails pour en savoir plus, vous pouvez consulter ce lien. Bien sûr, on ne va pas mettre le lien parce qu'il n'est pas consultable sur la version papier. On va utiliser ce qu'on appelle du QR code. Donc souvent, vous voyez dans les congrès internationaux, à la fin ou bien en bas de poster, vous trouvez un QR code. Vous pouvez le scanner pour accéder directement à la version électronique plus développée ou bien à l'article original qui est à l'origine de ce poster. D'accord? Il est recommandé d'adopter cette présentation. Ça donne plus de crédibilité. Et aussi, sur le plan esthétique, c'est important aussi. D'accord? Donc, je vous recommande d'utiliser ce qu'on appelle le QR code pour donner l'accès au lecteur à une version plus développée ou bien à un article publié ou bien en version électronique. Oui, tout à fait. Donc, on met un QR code qui complète le poster, ce qui donne plus de détails. Une revue de littérature, j'ai pas compris. Ici, c'est une autre question. Ça sort un petit peu de cadre de notre webinaire. D'accord? Parce qu'on est limité dans le temps. On ne peut pas répondre à ces questions concernant la revue de littérature ou bien le style de citation. Donc, vous pouvez revenir à nos webinaires qu'on a déjà fait sur tout ce qui est recherche bibliographique et citation. On a répondu à ces questions par rapport au style de citation, etc. Voilà. On a terminé avec le contenu. On passe maintenant à la forme. Donc, à la dernière partie de ce webinaire, parce qu'on est limité dans le temps, on ne pourra pas tout développer ce soir. On aura sur d'autres occasions pour traiter les deux derniers points de ce webinaire. Concernant la forme, donc maintenant que vous connaissez différentes parties, la structure d'un poster, différentes sections qui doivent figurer sur le poster, nous allons maintenant découvrir plutôt ensemble quelles sont les règles à respecter concernant l'apparence, la forme, d'accord, d'un poster, c'est-à-dire l'aspect visuel ou bien l'aspect esthétique. Il faut savoir une chose, que le poster dispose d'un espace limité, on est très limité dans l'espace, ce qui implique de façon inévitable des contraintes dans la rédaction, dans la structure. D'accord. Donc, il y a des bonnes pratiques, il y a des normes à respecter pour avoir un poster acceptable sur le plan esthétique. Voilà. Il y a une question, si c'était un poster théorique. Justement, l'objectif principal de poster scientifique, c'est de communiquer un travail de recherche. C'est pas de faire une revue de littérature. Malheureusement, on voit de plus en plus des posters
qui traite une revue de littérature. Mais ce n'est pas l'objectif de Poster. J'insiste sur ce point. L'objectif de Poster, c'est de communiquer un message clé sur un résultat de recherche, soit un article original, bien clé sur le code, ou bien un protocole expérimental ou autre. Mais la revue de littérature a un autre cadre. C'est l'article scientifique, et pas le poster. Pour les bonnes pratiques de rédaction d'articles scientifiques, il y a des webinaires qu'on a déjà réalisés dans les années précédentes. Vous pouvez les trouver sur la page de l'Institut MedLife Consult sur Facebook. Et vous trouvez également des enregistrements sur la plateforme de formation en ligne MedLife Academy. On a déjà réalisé des webinaires sur la rédaction, bonne pratique de rédaction des articles scientifiques. Alors, on va s'intéresser à la forme. Commençons par ce qu'on appelle l'orientation et des mentions. Comme vous le saviez, il y a deux types d'orientation pour les posters. Soit c'est l'orientation portrait, ici à gauche, ça c'est la présentation portrait. On peut organiser le contenu en plusieurs rubriques, soit en deux colonnes, ou bien une seule colonne, ou bien trois ou quatre. Et vous avez ici, à droite, l'orientation paysage. Le choix de l'orientation dépend bien sûr des instructions des organisateurs. Ça, c'est obligatoire. Sauf si des organisateurs ne précisent pas quel type d'orientation. Mais c'est très rare. Actuellement, vous trouvez toujours dans les instructions du congrès toutes les informations concernant l'orientation et les dimensions. Il y a juste des normes à respecter dans la conception de votre poster. Ici, c'est des normes qui concernent la forme. OK? Quel que soit le contenu de votre poster, il y a des proportions à respecter entre le texte, les illustrations et le vide. Un bon poster, il est constitué de 30% de texte, 40% d'illustration et 30% de vide. C'est important d'ajouter des espaces blancs dans votre poster. D'accord? Peut-être ça vous paraît évident, ou parfois ça vous paraît c'est pas important, mais c'est important pour l'aspect esthétique, pour l'aspect visuel. D'accord? Ajoutez des espaces blancs dans votre poster pour rendre votre poster plus aéré et plus agréable à lire. D'accord? Un poster surchargé ne donne pas l'envie pour le lire, malheureusement. Et selon les études et selon les recommandations, il faut respecter cette proportion. 30% de texte, 40% d'illustration, c'est-à-dire tableau, figure ou autre, et 30% d'espace blanc. Pour les dimensions, il y a plusieurs dimensions adoptées. Il y a le A0. Donc ici, il faut toujours se référer aux instructions des organisateurs, tout simplement. Maintenant, on va parler de police. Quelles sont les normes à respecter dans les polices? On commence par le type de police. La première règle est utiliser une seule police dans tout le poster. Ça, c'est une règle de base. Donc, il ne faut pas mélanger les polices. Utiliser une seule police pour le poster. Maintenant, pour le type de police. Ce qui est conseillé, c'est d'utiliser les types caractères sans série. Donc, ce qui est conseillé, c'est Arial, Verdana, Helvetica, etc. Ce qui est déconseillé, c'est les caractères avec série. Par exemple, Time, Century, Georgia, ou bien les autres polices qu'on appelle les polices fantaisistes. Ça, c'est pour le type. Maintenant, pour la taille. La règle, c'est que votre poster doit être lisible à plusieurs mètres de distance. Et il faut avoir une hiérarchie dans la taille de police. Le titre doit avoir la taille la plus grande. Le sous-titre, un peu moins. Le texte, moins de ce titre. Et bien sûr, le corps de texte, c'est moins. Ici, vous avez, à titre d'exemple, taille de police recommandée pour les titres, les sous-titres et le texte principal. Pour le titre, taille de police grande, c'est entre 60 et 80 points, tout en gardant bien sûr la qualité de titre court et accrocheur. Le sous-titre doit être lisible. On peut opter pour une taille de 30
à 40. Et pour le corps, le texte principal, c'est entre 20 et 24. Voilà. La condition, il faut que ce texte soit lisible à une distance de 1 à 2 mètres. Maintenant, si on veut mettre en évidence ou bien souligner, bien attirer l'attention de lecteur sur un élément clé dans votre poster, quels sont les moyens qu'on peut utiliser? Tout à l'heure, on a posé la question dans le pré-test. On a dit soit on va utiliser le caractère gras, utiliser le soulignement, utiliser une couleur différente, utiliser un caractère italique, ajouter une description. À votre avis, quelle est la meilleure façon pour mettre en valeur un élément clé dans un poster? Le caractère gras, oui, il est recommandé d'utiliser le caractère gras. Souligner aussi, on peut souligner. Utiliser une couleur, utiliser caractère italique. Encadrer, oui. Oui, il y a plusieurs moyens, tout à fait. Mais le moyen le plus approprié, c'est d'utiliser le caractère gras, donc mise en caractère gras, utilisation de soulignement et éviter l'utilisation de l'italique. D'accord? Donc, les meilleures pratiques pour mettre en évidence un élément clé dans un poster scientifique, c'est de le mettre en caractère gras, de le souligner, mais éviter le caractère italique. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour des raisons de lisibilité. C'est-à-dire le caractère italique, il est moins lisible que le caractère ordinaire. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser le caractère italique pour attirer l'attention. Malheureusement, il ne va pas attirer l'attention, il va compliquer la lisibilité. Donc, si vous voulez mettre en évidence un élément clé dans votre poster, soit vous allez opter pour le caractère gras, soit pour le soulignement. On a terminé avec police, on passe maintenant aux couleurs. Tout à l'heure, on a posé la question par rapport au nombre maximal de couleurs autorisées dans un poster. Donc, un poster scientifique ne peut comporter que 5 couleurs. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi 5 couleurs. 5 couleurs, la première, ça concerne la couleur du fond. Donc, vous avez une couleur du fond. Généralement, on choisit un fond blanc. Mais parfois, on trouve des auteurs qui utilisent un fond noir, un fond rouge, parfois un fond dégradé. Sur le plan esthétique, il est préférable de ne pas utiliser un fond dégradé. D'accord? Utiliser un fond de couleur unique, soit de préférence un fond blanc. OK? Donc la première couleur, ça concerne le fond. La deuxième couleur, ça concerne bien sûr le texte. Donc c'est les deux couleurs principales, le fond et le texte. Il nous reste 3 couleurs. Les 3 couleurs, c'est les couleurs utilisées pour les illustrations. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question pour les figures et pour les tableaux. Donc, vous avez 3 couleurs à utiliser dans les illustrations. Donc, il ne faut pas utiliser 1000 couleurs pour les figures et les illustrations. Vous avez 3 couleurs. Sauf si vous parlez bien sûr des photos. Les photos, c'est autre chose. Moi, je parle de figures, des graphes ou bien des tableaux. Donc, je répète, pour les 5 couleurs, vous avez une couleur de fond, une couleur pour le texte et 3 couleurs pour les illustrations. Ça, c'est le nombre maximal autorisé. Une autre recommandation, c'est de respect des symboles habituels. C'est-à-dire, il est recommandé d'utiliser, de respecter ce qu'on appelle le code des couleurs. Par exemple, si vous voulez attirer l'attention du lecteur sur un conseil ou une action positive, il est préférable et recommandé d'utiliser la couleur verte. C'est clair. Si vous parlez par exemple d'une recommandation, d'une obligation, d'une information générale, utilisez la couleur bleue. Si vous parlez d'un avertissement, d'une erreur, c'est la couleur rouge. Pour attirer l'attention, c'est la couleur orange. Pour les titres, donc c'est la couleur noire. D'accord? Il est recommandé de respecter ce qu'on appelle le code des couleurs ou bien les symboles habituels. Il y a des questions. Noir sur blanc, oui, on va parler de fond. Ça, c'est important pour le choix des couleurs. Pour le fond, ici, selon les bonnes pratiques, pour l'utilisation des couleurs d'un poster,
il faut respecter le contraste. Donc, il faut avoir un contraste suffisant entre le texte et le fond. Bien sûr, pour une meilleure lisibilité. Ça, c'est la règle. Il faut éviter les combinaisons de couleurs qui rendent la lecture très compliquée. Par exemple, je sais pas, écrire en rouge sur un fond noir. C'est presque impossible, c'est quasi impossible de lire le contenu de poster. Sur un fond noir, on va rédiger en rouge. Ou bien on va rédiger en couleur violette ou bien en orange. Presque c'est illisible. D'accord? Ou bien utiliser, au contraire, une couleur claire, par exemple le jaune, sur un fond blanc. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas de contraste ici. La règle de base, il faut avoir un contraste suffisant entre la couleur du texte et la couleur du fond. Et une autre recommandation, il faut privilégier des couleurs neutres pour le fond. Ça, c'est une règle. Donc, il faut préférer un fond de couleur blanche, beige, gris clair, éviter les couleurs denses. Et pour le texte, bien sûr, il faut utiliser des couleurs marquées, ça veut dire le couleur noire, le bleu foncé ou bien le gris foncé. Ça, c'est les recommandations. OK? Donc, je répète, pour le choix des couleurs, pour le fond et le texte, la première règle, il faut avoir un contraste suffisant entre le texte et le fond. Deuxième règle, préférer des couleurs foncées, marquées pour le texte, et des couleurs claires pour le fond. Le fond, c'est le blanc, beige, gris clair. Pour le texte, c'est préférable d'utiliser le noir, le bleu foncé ou bien le gris foncé. Voilà, ça c'était pour les couleurs. D'autres recommandations par rapport à la forme, il faut toujours se référer aux instructions, quel que soit le type de poster, quel que soit le type de contenu, quel que soit le type de la conférence, quel que soit le type de la spécialité, il faut toujours revenir aux instructions. Ça, c'est important. C'est vrai qu'il y a des bonnes pratiques, il y a des recommandations, mais parfois, il y a des instructions, des exigences particulières des organisateurs. Il faut toujours se référer à ces instructions. Pour la police, on a précisé tout à l'heure, il faut préférer des polices sans sérif. D'accord? Par exemple, Arial. Donc, Arial, c'est plus lisible par rapport à Times New Roman. Ça, c'est la règle. Voilà, on termine notre présentation par les étapes. On ne va pas les développer, juste à titre informatif. Quelle est la première étape dans la conception d'un poster? À votre avis, on commence par quelle étape? Donc, vous voulez présenter votre travail de recherche sous forme de poster. Quel est le premier pas, quelle est la première étape par laquelle vous allez commencer? Choix de sujet, traitement des données, le titre, plan, documentation. Bien sûr, j'attire votre attention. Si vous êtes arrivé à l'étape de poster, ça veut dire que vous avez déjà des résultats de recherche. On ne peut pas commencer la rédaction, la conception d'un poster si on n'a pas de résultats de recherche. Allez-y. Résumer le travail. Oui, déterminer les objectifs. Tout à fait. C'est-à-dire, vous tournez tous autour de la bonne réponse. Donc, la première étape dans la conception, l'élaboration d'un poster, c'est de définir les résultats de recherche. Je dois tout d'abord définir quels sont les résultats de recherche que je vais présenter dans mon poster. OK? C'est la première étape. C'est primordial de définir quels sont les résultats de recherche. Est-ce que je vais présenter des résultats d'un article original, d'une thèse? Ça concerne un case report, notes techniques, est-ce que c'est une étude expérimentale, étude observationnelle au niveau du labo, au niveau des services, etc. Donc, c'est important de définir les résultats de recherche à communiquer. D'accord? C'est important. Et bien sûr, vous allez faire un brouillon, un draft, sur ces résultats. D'accord? Vous allez sélectionner et faire un brouillon sur ces résultats. Donc, une fois que vous avez sélectionné les résultats présentés,
Quelle est l'étape suivante? Vous avez déjà des résultats à présenter. Vous allez commencer directement la conception, structurer. Directement, vous allez commencer la conception. Ici, je ne parle pas des étapes de conception. Vous avez des résultats de recherche. Vous voulez les communiquer sous forme d'un poster. Quelle est la prochaine étape? Établir la problématique avant de parler de conception. Nous ne sommes pas arrivés à la conception de protocole. Nous avons des résultats de recherche. On veut les communiquer sous forme d'un poster. Qu'est-ce que je vais chercher? Malheureusement, vous n'avez pas trouvé la réponse. Tout simplement, je vais choisir le congrès et lire les instructions des organisateurs. Pour communiquer mes résultats sous forme d'un poster, je dois avoir un congrès, un événement scientifique. Donc, je vais chercher quel est l'événement scientifique le plus adéquat, le plus approprié pour communiquer mes résultats de recherche sous forme d'un poster. Une fois j'ai sélectionné le congrès, je passe à la lecture des instructions, d'accord, pour bien sûr connaître quelles sont les exigences de ces organisateurs. D'accord? Trouver l'événement, exactement. Donc, je dois trouver l'événement approprié pour mon poster. Si mon poster parle, par exemple, de Diabito, je vais pas le communiquer dans un congrès, par exemple, de mécanique ou bien de physique quantique. C'est évident. Sauf si, parmi les thèmes de ce congrès en mécanique, il y a une partie qui concerne les diabités, tout simplement. Donc, il faut choisir le congrès. C'est bon, j'ai choisi le congrès, l'événement scientifique, j'ai lu les instructions. Quelle est l'étape suivante? Faut-il tenir un titre de thèse ou la recherche scientifique? Donc, oui, ça, c'est une question pertinente. Si, par exemple, vous avez un résultat de recherche sous forme d'un article ou bien sous forme d'une thèse, est-ce que je dois garder le même titre pour le poster? Non, pas forcément. Vous pouvez changer le titre. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas communiquer tous les résultats de votre thèse dans un poster. D'accord? Le titre de poster dépend de contenu et de messages clés que vous voulez transmettre au lecteur. OK? Donc, c'est clair ici. Vous n'allez pas prendre le titre de votre thèse ou bien de l'article et vous allez le mettre dans le poster. Le poster, c'est un autre moyen de communication. Donc, après le choix, vous allez commencer la conception de poster. Avant de concevoir votre poster, oui, très bien. Très bien, docteur Maldessi, vous allez rédiger d'abord un abstract. Tout à fait. Donc, vous allez rédiger l'abstract et le soumettre. D'accord? Maintenant, comment vous allez rédiger l'abstract? Ou bien le résumé, on appelle le résumé. Ici, vous allez d'abord vous référer aux instructions par rapport à la structure, introduction, matériel des méthodes, résultats, conclusion. Parfois, il y a des congrès qui exigent une discussion, je ne sais pas pourquoi. Il faut se référer aussi au nombre de mots. Il faut se référer aussi au type de communication, c'est-à-dire est-ce que ce congrès accepte des posters qui concernent des articles originaux, ou bien des case reports, ou bien des revues de littérature, etc. D'accord? Et bien sûr, soumettre votre papier. Généralement, selon la structure IMRAT, bien sûr. Mais toujours, je vous conseille de lire les instructions. Après, si bien sûr vous avez l'acceptation, et même si vous n'avez pas reçu de l'acceptation, vous pouvez bien sûr passer à la conception. D'accord? Passer à la conception de votre poster. Donc, concevoir et choisir le design de votre poster. Voilà. Certainement, si votre poster ne va pas être accepté pour ce congrès, donc vous aurez d'autres occasions pour le communiquer. Et la dernière étape, avant bien sûr le congrès, préparer et pratiquer votre présentation. D'accord? C'est important de se préparer pour la présentation, préparer le speech, faire des répétitions. Donc, il faut bien maîtriser. J'espère, Inch'Allah, qu'on aura d'autres occasions pour détailler toutes ces étapes. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation, à ce webinaire. Je vous remercie pour votre patience, pour votre persévérance.
et je suis toujours à votre disposition si vous avez des questions. Donc, on a 5 minutes de débat. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, il y a des questions. Je vous en prie. Oui, pour la conception sur un PPT, il y aura, Inch'Allah, une partie, c'est prévu, c'est-à-dire dans le programme, de parler des outils de conception. Il n'y a pas que le PowerPoint, il y a d'autres moyens pour concevoir un poster scientifique. Ça concerne les outils, bien sûr. Pour les dimensions, on a dit tout à l'heure, il faut se référer aux instructions des organisateurs. D'accord? Généralement, c'est la forme A0 qui est utilisée. Et il faut aussi vérifier l'orientation, parce que c'est en format portrait, soit c'est le portrait, soit c'est format paysage. Les mots-clés, il n'y a pas de mots-clés dans le poster, sauf si les demandés sont demandés par les organisateurs. Si on va utiliser des mots-clés, on va les mettre dans l'introduction. Parfois, il y a des organisateurs, des congrès qui exigent un abstract. D'accord? Tout dépend des instructions. La taille de police de poster et poster. Ouais. Et poster, ici, ça dépend la résolution et les dimensions. D'accord? Il y a pas de norme particulière pour les posters parce que tout dépend des dimensions et de la résolution des posters demandés. Le plan de poster d'un cas clinique. Le plan d'un poster d'un cas clinique ressemble au plan de cas clinique sous forme d'article. C'est-à-dire, vous avez l'introduction, vous avez la présentation du cas et vous avez la discussion. Ça n'obéit pas à la structure IMRAD. C'est un cas particulier d'article scientifique. C'est vrai qu'un objectif principal pour un seul poster, oui, vous avez un seul objectif principal pour un poster, parce qu'on ne peut pas communiquer tout le résultat. Ça concerne le point, sincèrement, je n'ai pas d'idée sur ça. Donc, concernant les grilles d'évaluation pour les concours, que ce soit le concours de maîtrise ou autre, je ne me souviens pas de nombre de points. Donc, il faut se référer à la grille. Est-ce que c'est 0,5 ou bien 0,25 par poster? D'autres questions? Quelle est la meilleure qualité de papier souhaitée pour un poster? Pour la version papier, vous avez papier ordinaire. Sinon, vous avez papier glacé, papier photo. C'est à vous de voir selon votre budget et aussi selon les exigences des organisateurs. Comment publier un article scientifique? Il y a déjà un webinaire. Il y a deux, trois webinaires sur la rédaction et la publication d'un article scientifique. Donc, vous pouvez les consulter soit sur la page Facebook de MedLife, soit sur la plateforme MedLife Academy. En tout cas, Monsieur Khaldi va vous communiquer les liens pour consulter le précédent webinaire. Voilà. Il y aura une suite, oui, Inch'Allah, il y aura une suite pour finaliser cette partie de webinaire. La différence entre les posters et posters simples. Oui, il y a une différence entre les posters et les posters simples. Ce n'est pas les mêmes dimensions, ce n'est pas les mêmes instructions. D'accord? Quelle est la structure si c'était un case report? On a répondu par rapport au case report. On a dit que c'est la même structure de case report pour un article. Et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez se référer à la grille CARE. D'accord? Il y a une grille qu'on appelle la grille CARE qui décrit toutes les normes, toutes les instructions qui concernent la rédaction d'un case report. D'accord? C'est la grille CARE, c'est A-R-E. Quelle est la structure si c'est un case report? C'est bon, je constate uniquement les prix, c'est avancé, avec tout le monde. Oui, pour les prix, souvent dans les congrès, on prévoit des prix pour une meilleure communication affichée. D'accord. Et pour avoir ce prix, je pense qu'il faut passer par la présentation. D'accord. L'affiche seule ne suffit pas pour défendre le contenu. Il faut toujours passer par la présentation.
Très bonne question. Présenter un poster avant l'article ou après l'article? Si je me réfère aux grandes universités, il est recommandé pour le doctorant de présenter ses résultats préliminaires, comme on a déjà précisé tout au début de ce webinaire. Il est recommandé que le doctorant présente les résultats préliminaires sous forme de poster avant la publication de l'article. Pour la simple raison, c'est pour avoir un feedback, des commentaires, des critiques constructives sur son travail avant de continuer, avant de publier son article. D'accord. Mais il faut faire attention. Donc, j'attire votre attention. Il ne faut pas tout mettre dans le poster. Pourquoi? Parce que souvent dans les congrès, on trouve des gens malhonnêtes, malheureusement, qui peuvent prendre vos résultats, d'accord, peuvent voler votre idée carrément, d'accord, et communiquer ou bien travailler sur cette question de recherche. D'accord? Donc j'attire votre attention, il ne faut pas tout mettre dans le poster, surtout pour les thésards. D'accord? Mettre une partie de résultats, il ne faut pas tout détailler sur le poster. C'est pour ça que j'insiste sur la conception. D'accord? Vous êtes limité dans l'espace et dans le temps. Il ne faut pas tout mettre dans le poster. Laissez le temps aux membres du jury ou bien aux pairs ou bien aux experts de communiquer avec vous au moment du congrès. D'accord? Il ne faut pas tout mettre. Donc ça, c'est un conseil. Il ne faut pas tout mettre dans le poster. La position de médecin-chef, oui, on a dit que le chercheur senior, le médecin-chef, le directeur de laboratoire, généralement en dernière position. Ça, c'est les recommandations, que ce soit pour le poster ou bien pour l'article. Oui, pour le poster, c'est les résultats préliminaires. Des fois, on va obliger pour présenter le poster, c'est juste l'affichage. Oui, tout dépend de l'organisation de l'événement. Parfois, la présentation orale, elle est obligatoire, parfois, elle n'est pas. Mais sincèrement, pour valoriser votre travail de recherche et pour valoriser votre poster, il vaut mieux passer par la présentation. Et pour discuter aussi, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de discussion dans le poster. Peut-on participer à plusieurs congrès avec le même résumé poster? Certainement non. D'accord? On ne peut pas multiplier et c'est ce qu'on appelle en publication le salami slicing, c'est-à-dire le même résultat de recherche, on va le fractionner sur plusieurs posters. Ça ne se fait pas. C'est contre les règles d'éthique. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Plus de détails pour un poster sur cas clinique. Je disais tout à l'heure, pour les cas cliniques, il y a ce qu'on appelle une grille qui présente les instructions dans la rédaction de case report. C'est la grille CARE. Il faut se référer à cette grille pour avoir plus de détails. De façon globale, la structure d'un case report, c'est l'introduction. Après, c'est la description du cas. Bien sûr, dans la description du cas, il y a plusieurs sous-parties. Je parle de l'article, hein. Pour le poster, il doit être très concis. Utilisez surtout les figures, les illustrations. C'est-à-dire que si vous avez des photos sur les case reports. Et après, vous avez la partie discussion. Et bien sûr, la conclusion. Donc, principalement, il y a l'introduction, il y a la description du cas, il y a la discussion, il y a la conclusion et éventuellement les références bibliographiques. Certains congrès demandent la publication de votre travail. Oui, c'est en aval. En aval, c'est-à-dire après la participation de congrès, oui, certains organisateurs prévoient la publication des posters dans un article. Mais vous n'allez pas publier le poster. Vous allez développer le contenu sous forme d'un article. Oui, parfois, c'est demandé. C'est intéressant, c'est important pour le doctorant. Maintenant, pourquoi on sous-estime les communications affichées? Je pense que c'est par ignorance, tout simplement. Alors que, à l'international, la communication affichée a une grande importance pour le doctorant et dans la carrière de chercheur. D'accord? C'est important de passer par ce moyen de communication dans votre carrière en tant que chercheur. Euh, Concernant l'éthique, oui, qu'il n'est pas acceptable de communiquer avec le même résultat, avec le même poster dans plusieurs congrès, tout simplement. Ça, c'est contre l'éthique. D'accord? Ça touche votre crédibilité en tant que chercheur. Voilà, je pense qu'on doit clôturer. On aura sûrement d'autres occasions
pour répondre à vos questions et pour développer cet aspect important de conception de poster. Voilà, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne soirée et ça sera à très bientôt. Au revoir.